Merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité sur Niwa d'Info. Semaine de tension à Bamako, au Mali, où plusieurs dizaines de soldats, dont des officiers supérieurs, sont soupçonnés d'avoir conspiré pour renverser le pouvoir en place au lendemain de ces événements qui ont eu lieu ces derniers jours. Choguel Kokala Maïga, ancien premier ministre civil, Assimi Goïta, a été placé en garde à vue ainsi que plusieurs de ses collaborateurs dans le cadre d'une enquête pour détournement de fonds publics. On en parle dans cette émission avec vous, Didier Noureddine Allo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Charlotte Guézéré. Merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis quelques jours au Mali, on parle de tentative de déstabilisation, mais que s'est-il réellement passé? Bon, en tout cas, pour l'instant, on n'a pas un communiqué officiel qui est sorti par le Conseil national pour le salut du peuple. Et de la part du gouvernement aussi non plus, il n'y a pas de communiqué. Donc en l'absence d'une communication officielle, il est difficile d'apprécier avec lucidité, d'apprécier correctement avec tous les paramètres possibles. Donc pour l'instant, on se limite simplement aux faits et ce que relayent les médias locaux. Justement, et selon certains médias locaux, 2 officiers supérieurs figuraient parmi les personnes arrêtées. Le général Nema Sagara, l'une des rares femmes soldats occupant un poste élevé dans l'armée malienne, et le général Abbas Dembélé, ancien gouverneur de la région centrale de Mopti. Mais quel est le contexte politique actuel au Mali qui pourrait expliquer ces tentatives de coup d'État ou de tensions internes? Même si le contexte politique en cours ne peut pas à lui seul expliquer ce qui se passe, mais on peut dire qu'au Mali, aujourd'hui, nous avons un contexte sécuritaire préoccupant. Nous avons un gouvernement qui est focus sur la restauration de la sécurité et aussi de la souveraineté. Nous avons un contexte qui est également marqué par la promulgation récente d'un mandat de 5 ans pour le président Assimi Goïta. Et donc, dans ces contextes, que nous assistons justement à cette tentative de coup d'État, et avec aussi des hauts gradés, dont une femme à laquelle vous venez de faire allusion, qui suscite évidemment l'émotion générale dans la population, parce que quand on connaît cette femme quand même qui est l'une des rares femmes à accéder à ce poste, et aussi qui est quand même générale de brigade, faut le rappeler, et c'est l'une des rares femmes maliennes à pouvoir accéder à ce rang dans l'armée malienne. Donc pour l'instant, on attend de savoir plus sur ce dossier et à travers un communiqué officiel, mais quand on regarde un peu dans un contexte régional, même au-delà des frontières maliennes, est-ce qu'on peut dire que la menace d'une déstabilisation plane toujours, non seulement sur le Mali, mais sur les 3 pays de l'AES? Absolument, on peut le dire. Vous avez vu récemment qu'il y a eu des tentatives de déstabilisation du régime au Burkina Faso. Donc, les impérialistes sont toujours aux aguets. Ceux qui ont intérêt à ce que cette marche dans laquelle s'est inscrite la population du Sahel échoue, ceux-là sont toujours aux aguets. Et donc, quand le mur se fissure, évidemment que les lézards peuvent entrer. Donc, c'est un peu ça. Donc, d'abord, les pressions sécuritaires sur le Sahel dans son ensemble, avec la réponse que les pays de l'AES apportent, ces pressions n'ont pas suffi à déstabiliser les pays de l'AES. Donc, il existe d'autres moyens pour les impérialistes, à savoir commanditer des déstabilisations, commanditer donc des soulèvements populaires, etc. Il y a beaucoup de machines qui sont lancées. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois, ces tentatives sont déjouées. C'est encore le cas aujourd'hui au Mali. Et aucun communiqué à l'heure actuelle ne confirme pour l'heure ces informations, mais les médias parlent d'une 50aine de militaires arrêtés dans les rangs de la garde nationale, plus précisément. Mais quelles pourraient être, selon vous, les raisons derrière ces arrestations? Bon, les raisons, c'est ça c'est ce qui circule dans les médias. Ces personnes concernées, ces militaires concernés sont accusés de
pour l'instant en tout cas, de tentatives de déstabilisation. Mais les opérations, comme vous l'avez rappelé, beaucoup de médias parlent d'une cinquantaine. D'autres ont même avancé le chiffre de 55. Et il faut noter que les arrestations ont été opérées fondamentalement au sein de la garde présidentielle, mais aussi au sein de l'état-major général des armées. Donc c'est ça qui inquiète et qui montre que en réalité, c'est même, et si ces faits en viennent à être confirmés, c'est même les gens qui sont chargés de sécuriser le territoire, de sécuriser donc le pouvoir en place, le régime en place, qui malheureusement se rendent coupables d'actes subversifs d'une extrême gravité. Mais comment est-ce que ces événements pourraient-ils influencer la stabilité du Mali ? Pour l'instant, quand même, c'est surtout du côté de ceux qui ont intérêt à voir le régime s'effondrer qu'il faut regarder. Comme je l'ai dit tantôt, tous ceux qui sont aux aguets, qui ne souhaitent pas que les pays de l'AES puissent prospérer. Et donc, ceux qui ont intérêt à continuer à piller les ressources de l'AES. Vous avez vu que depuis quand même un certain temps, le Mali a repris contrôle de ses ressources, minières, a repris contrôle complètement de sa diplomatie, a repris contrôle complètement de son dispositif sécuritaire, et que des zones qui étaient malgré la présence des forces étrangères sur le territoire, malgré la présence de bon nombre d'armées, et donc certaines villes comme Kidal, à laquelle l'armée régulière n'avait pas accès, aujourd'hui est dans le giron étatique. Donc, ceux qui ont intérêt à continuer à piller le Mali, à piller l'AES, aujourd'hui, c'est eux, encore, c'est surtout de leur côté qu'il faut aller regarder. Mais en même temps, n'oubliez pas que la lutte à laquelle s'est souscrite la population du Sahel est une lutte qui a besoin de beaucoup de sacrifices. Les pressions internes, économiques, etc. sont nombreuses. Et cela peut amener évidemment certains à s'impatienter et à penser, à imaginer donc des projets de renversement. Et puis évidemment, n'oubliez pas que la pression sécuritaire s'accentue toujours. Et que, justement, malgré les attaques encore enregistrées ici et là, est-ce qu'il y a eu des avancées concrètes avec l'armée, avec les FAMA ? Oui, quand on regarde la recrudescence des attaques, pas seulement au Mali, mais dans tout l'AES, on a l'impression que la lutte n'avance pas. Et puis, ne vous fiez pas surtout aux communications. Vous parlez d'une impression. Est-ce qu'on peut s'en tenir qu'à cela? Est-ce que ce n'est qu'une impression? Bien sûr, ce n'est qu'une impression. Et à cela s'ajoute la communication des autres. Ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont intérêt à voir la lutte s'effondrer. Et vous avez vu autour justement de cette tentative de coup d'État et aussi de nombre de ces vagues d'arrestations, vous avez vu quelle a été la communication de certains médias. Plus de médias internationaux. Plus de médias locaux, oui, se sont saisis de ça et ont commencé évidemment à en parler comme si c'était la fin du monde. Alors que le Mali et l'AES et les autres pays de l'AES ont engrangé tout de même des résultats, mais avez-vous vu ces médias se saisir de ces résultats et en parler? Non, je pense que ces gens sont en train simplement de prédire l'apocalypse pour l'AES et que comme ça ne marche pas, ils tentent par tous les moyens évidemment d'arriver à leur fin. Didier Alao, les arrestations, vous le soulignez, ont donc été opérées au sein de la garde nationale, la garde présidentielle, vu ce rapprochement avec le pouvoir. Est-ce qu'il s'agit là d'une lutte de pouvoir ou de divergence idéologique? Bon, on peut dire qu'il y a quand même un peu de tout. Pour l'instant, la situation est sous contrôle. Vous avez même vu la preuve, pendant que ces arrestations s'opèrent, le gouvernement déroule son programme. N'oubliez pas que c'est dans ces contextes que le ministre Sadio Camara, si je ne me trompe pas, le ministre de la Défense a fait dans la foulée une visite, une mission vers la Russie pour continuer donc à travailler dans le cadre de partenariat qui lie la Russie et au Mali. Donc c'est pour vous dire que pour l'instant tout est au contrôle. Mais il y a que souvent
il est déplorable que ceux-mêmes qui sont chargés de travailler à l'ancrage du gouvernement, de travailler à l'apaisement et à la sécurisation du territoire, il arrive souvent que ce sont ces fonctionnaires militaires qui se rendent coupables, et aussi paradoxal que ça puisse paraître, qui se rendent coupables. Vous avez vu le cas du Mali, et donc on peut dire, pour répondre précisément à votre question, qu'il peut y avoir des gains en jeu, il peut y avoir, il peut s'agir aussi d'un appétit de pouvoir faire des ressources une prédation permanente. Il peut y avoir aussi le fait que certains s'impatientent et qui ne sont pas eux-mêmes convaincus de la lutte qui est en train d'être menée et qui veulent rapidement peut-être aussi passer à autre chose. Donc, il y a tous ces facteurs combinés et aujourd'hui, je pense que ces vagues d'arrestation vont quand même permettre aux Maliens qui cherchent plus d'informations sur le sujet. J'avoue que pour l'instant, la population n'est pas assez informée, attend donc les communiqués pour en savoir plus. Donc, je crois que globalement, ce qui se passe au Mali aujourd'hui, peut-être révélateur de la qualité de certains fonctionnaires et ça peut être révélateur de la capacité aussi de l'équipe du président Goïta à pouvoir démanteler toute tentative et à pouvoir évidemment les tuer dans l'œuf. Pour vous, vous comprenez par là que l'armée, le pouvoir malien actuel est suffisamment renseigné de ce qui se passe sur le terrain? Mais tout à fait. Le pouvoir est suffisamment renseigné, le pouvoir est bien informé des faits et gestes des fonctionnaires indélicats. Et si vous avez vu, je vous l'ai dit tout à l'heure, et si vous avez vu comment ces arrestations ont été opérées avec professionnalisme, vous savez très bien que le pouvoir du président Goïta est en capacité effectivement de pouvoir se saisir et de pouvoir démanteler toutes sortes de tentatives. Vague d'arrestations au sein de l'armée malienne, justement, et quelles pourraient être les implications pour la cohésion au sein même des forces armées maliennes? Oui, d'abord, ce que ça pourrait faire comme effet immédiatement, mais surtout dans ce contexte sécuritaire actuel. Absolument, d'abord, c'est un signal d'alerte. C'est d'abord un signal d'alerte et cela est révélateur de la capacité du régime du président Goïta à pouvoir effectivement s'informer et à pouvoir mettre hors d'état de nuit tous ceux qui pourraient se rendre coupables d'actes subversifs. Maintenant, évidemment qu'à l'intérieur, ça crée une pression supplémentaire parce que la lutte contre le terrorisme en elle-même est une lutte assez difficile et qui a besoin de plus de concentration et plus d'efforts, plus d'engagement. D'abord des forces armées, mais aussi des populations. Et c'est dans ce contexte également que les partis politiques ont été dissous et que les politiciens de carrière ont été mis, on peut le dire, en vacances, et que de leur côté aussi, puisqu'ils ne savent faire que de la politique, il se pourrait que de leur côté aussi, qu'ils soient en train de réfléchir à quelque chose et de trouver le temps long. Vous faites bien de l'évoquer, quels pourraient être comment est-ce que ces événements pourraient influencer également l'avenir politique du pays? Pour l'instant, quand même, on attend de voir les résultats. Les prochaines étapes, on attend de voir les résultats. Mais ce qui est sûr, c'est que les politiciens dans ces trois pays s'impatientent. Vous savez que les trois pays ont quand même suspendu l'activité politique pour l'instant. Et que, évidemment, comme on a l'habitude de le constater dans beaucoup de pays africains, il y a beaucoup de politiciens qui, en réalité, d'hommes politiques qui ne sont que des politiciens de carrière, qui ne savent pas faire autre chose. Quand ils sont au pouvoir, ils travaillent à conserver, à s'accrocher au pouvoir. Quand ils ne sont pas là, ils travaillent à déstabiliser. Or, ici, il s'agit d'une refondation, d'une transition dans la souveraineté et dans la sécurisation des territoires. Et dans la sécurisation, pas seulement des populations des territoires, mais aussi des ressources minières. Mais que répondrez-vous à ceux qui pensent, aussi nos observateurs qui, dans leurs analyses, pensent que cette disposition entrave à la liberté d'expression dans les pays? Bon, évidemment, et il faut noter que... liberté d'opinion également. Oui, il faut noter quand même que les pays de l'AES ont les mêmes défis. Mais ils n'ont pas, dans le même temps, le même mode de management des ressources humaines. Et évidemment, dans ce contexte, le management le plus expressif et le mieux indiqué
pour les pays de l'AES aujourd'hui, c'est celui qui est expérimenté par le général Abdourahmane Tiani du Niger, qui a très bien compris que la lutte en elle-même, comme je le disais tout à l'heure, est très difficile et qu'à l'interne, il ne faudrait pas créer d'autres tensions qui pourraient compliquer la tâche. Et donc, un gouvernement d'union, en quelque sorte, où toutes les structures, les composantes de la population sont réunies, sont représentées. Un gouvernement qui est focus sur les actions de développement, mais qui fait tout quand même pour un apaisement. Vous avez vu, par exemple, qu'il y a un cadre où le président Tiani rencontre régulièrement certaines structures, certaines composantes. Et je pense qu'il y a quelques mois, il y a eu une rencontre formelle avec les anciens chefs d'État qui, on peut le dire, représenteraient donc la classe politique. Voilà. Donc, à partir de ce moment, on peut dire que ce management, il est mieux indiqué et que malgré les appels de tous les côtés à pouvoir travailler sur un certain nombre de dossiers choquants qui pourraient bouleverser donc le paysage politique national, et que le général y va quand même avec tact pour ne pas créer d'autres tensions internes. Et je pense que ce modèle est recommandable parce que dans un contexte où vous avez déjà beaucoup trop d'ennemis dehors, il ne faudrait pas créer d'autres sources de tension à l'interne. Mais en même temps, cela ne veut pas dire qu'il faut aller sur du laxisme. Il faut affirmer l'autorité de l'État et adopter la posture donc rigoureuse qu'il faut, mais travailler quand même à laisser une certaine liberté d'expression, une certaine possibilité pour des acteurs à pouvoir dire ce qu'ils pensent et justement selon les règlements en vigueur dans le pays. Au Mali, vagues d'arrestations au sein de l'armée sont pour tentative de déstabilisation. Aucune information, sinon aucun communiqué officiel sur cet événement qui a marqué donc la vie sociopolitique du Mali ces derniers jours. Mais comment est-ce que ces arrestations sont-elles perçues par la population malienne? Est-ce qu'on note en soutien ou plutôt une opposition forte à ces arrestations? Une chose est sûre aujourd'hui, le constat est clair, toutes les populations du Sahel, en tout cas dans leur majorité écrasante, les populations du Sahel sont très regardantes et très vigilantes sur tout ce qui pourrait venir de l'extérieur pour déstabiliser leur région, leur pays. Ça, c'est tout à fait clair et personne ne peut le nier. Mais dans le même temps, pour le cas d'espèce au Mali, ce dont la population a surtout besoin en ce moment, c'est vraiment l'information. Les populations ne sont pas informées, il n'y a pas eu de communication officielle de la part du gouvernement ni du CNSP, et donc les populations veulent en savoir plus, sont dans l'attente de plus d'informations. Mais je pense que cette absence de communication, elle est aussi stratégique parce que les militaires agissent plus qu'ils ne parlent. Donc pour l'instant, le gouvernement et le CNSP en est d'abord à démanteler le réseau, à voir l'étendue donc du complot, à pouvoir le cerner, à pouvoir mettre hors d'état de nuit tous ceux qui se seraient rendus coupables de ces faits-là. Et maintenant, ensuite, certainement que nous aurons plus d'informations. Mais disons qu'il y a quand même beaucoup de médias locaux. Mais est-ce qu'il n'y a pas lieu de rassurer les populations ou sinon comment évaluez-vous les impacts sociaux de ces événements-là sur les populations déjà fragilisées par une situation sécuritaire que nous connaissons actuellement? C'est vrai que ça peut en rajouter à la pression psychologique. D'abord, la pression sécuritaire, la pression économique et maintenant, comme si cela ne suffisait pas, la pression institutionnelle. Voilà, donc dans ce contexte, effectivement que ça peut amener une certaine psychose au sein de la population et c'est pour cela que le régime du président Goïta
doit pouvoir, au moment opportun, pouvoir sortir, communiquer et dire exactement de quoi il s'agit. Mais à quoi s'attendre? Est-ce que ces événements vont peut-être conduire à une crise ou au contraire à une stabilisation de la politique malienne? Non, pour l'instant, on n'en est pas à ce niveau. C'est la gestion de ce genre de situation qui est très importante. C'est-à-dire que plus il y a des tensions à l'interne, il faut que le régime ait une grande capacité à pouvoir traiter tous ces dossiers en travaillant, en renforçant la cohésion sociale, en mettant hors d'état de nuit tous ceux qui s'associent à l'étranger, ou tous ceux qui ont un appétit démesuré et tous ceux qui n'ont pas réellement le patriotisme qu'il faut pour accompagner cette lutte. Donc je pense que c'est une marche qui est tout à fait normale et que ce qui aujourd'hui ressemble plus à une purge qu'à toute autre chose peut être nécessaire pour la suite. Parce que comme vous le savez, il y a un événement qu'il faut prendre en compte, c'est la promulgation récente d'un nouveau mandat de 5 ans qui pourrait se prolonger jusqu'à 2030, et ceci sans élection pour le pouvoir du président Goïta. Alors cela peut être mal perçu et que d'autres pourraient être ouverts à des propositions venues d'ailleurs. Et donc, tout dépendra justement de comment ces événements sont gérés et de comment le régime prend de l'ancrage, profite pour prendre de l'ancrage et s'asseoir davantage, et à travailler également à réduire les frustrations. Parce qu'aujourd'hui, au sein de l'armée, il y a quand même des ressentis, ça il ne faut pas le nier. C'est une réalité. C'est une réalité. Aujourd'hui, les presses locales rapportent que les membres de l'Africa Corps qui ont remplacé le Wagner, aujourd'hui sont mieux traités, sont mieux logés, si vous voulez, dans le dispositif sécuritaire. Et que ça donne un sentiment d'inutilité ou un sentiment qui est ressenti au sein de certains membres donc de l'armée comme étant laissés pour compte et ne sont pas associés à ce qui se fait. Donc il faudrait effectivement travailler à impliquer davantage les Maliens, l'armée malienne, et à continuer justement à travailler plus de coopération, plus de synergie d'action. À ces événements, je le disais, s'est ajoutée la mise en garde à vue de Choguel Kokala Maïga, ancien Premier ministre civil du général Assimi Goïta. Pensez-vous qu'il existe un lien possible entre ces différents événements? À l'étape actuelle des choses, on n'a pas des informations qui établissent un lien direct entre ces deux événements. Mais vous parlez de Choguel du ministre... de l'ancien Premier ministre, mais il n'est pas le seul ancien Premier ministre qui est retenu aujourd'hui. Rappelez-vous également de Moussa Mara. Voilà, donc Moussa Mara. Donc ça fait deux anciens premiers ministres qui sont gardés, deux anciens premiers ministres qui ont travaillé avec des régimes différents et à qui on reproche des faits différents, mais qui ont quand même une ressemblance. Leur ressemblance, c'est leur ouverture et leur critique sans gants du régime actuel. L'autre est accusé, vous l'avez rappelé, le premier est accusé de détournement et de siphonnage de fonds publics, alors que l'autre, c'est des informations qu'il publie sur ses pages, sur les réseaux sociaux, et qui sont de nature à créer un non-respect de l'autorité, mais aussi à diffuser des fausses informations. Donc voilà un peu. Mais je pense que de stabilisation, de cohésion, quelle importance devrait-on accorder à leur lecture des événements, à leur analyse? Ce qui est sûr, d'abord pour le cas de Choguel Maïga, qui a travaillé avec le régime et qui sort de là et qui commence à critiquer tous les jours. Donc je crois que ceci pose le cas de Choguel Maïga, bien que des fois on l'apprécie beaucoup dans ses prises de parole. Il a beaucoup investi, il s'est beaucoup investi dans ce qui se fait aujourd'hui au Mali. Et je pense que ça pose le problème des fonctionnaires, des commis de l'État en Afrique qui
Quand ils sont aux affaires, tout est bon, et quand ils ne sont pas là, il n'y a plus du tout le même verbe vis-à-vis du régime qu'ils ont servi. Donc je pense que l'un dans l'autre, c'est des responsables qui sont accusés de certains faits. Pour Choguel Maïga, qui est accusé de siphonnage et de détournement, je crois que le dossier est devant la justice et que s'il ne se reproche rien du tout, nous voyons très mal comment il peut continuer. Ses proches et partisans dénoncent parle d'acharnement politique. Peut-on envisager une sortie de crise apaisée ou cette situation pourrait-elle plutôt conduire à une instabilité prolongée au Mali? Encore une fois, ça dépend de la gestion des crises. Parce que les crises sont naturelles. Les crises arrivent toujours dans un système, dans une vie. Maintenant, comment ça se gère? C'est ça. Donc tout dépendra de la gestion qui sera faite, de ces foyers de tension à l'interne qui s'ajoute aux pressions extérieures. Donc, tout dépendra. Mais au-delà du Mali, c'est quand même l'avenir de l'AES. Justement, quels sont les risques pour non seulement l'AES, mais tout le Sahel, si un pays, tout comme le Mali, pilé aujourd'hui de l'Alliance, venait à connaître une déstabilisation? En tout cas, pour l'instant, le régime du président Goïta est totalement solide. Son régime est très solide, comme d'ailleurs les deux autres régimes de l'AES. Son gouvernement est en place. L'exercice du pouvoir se fait normalement, mais la question que vous posez, c'est une question qui mérite qu'on s'y attarde. Effectivement, si l'un des régimes de ces trois pays... Il n'y a pas que le Mali. Il n'y a pas que le Mali, les deux autres régimes. Donc, je pense que les populations y veillent au grain et que les autorités ont bien conscience. Et beaucoup d'Africains aujourd'hui ont bien conscience que ces régimes doivent continuer à exister, à travailler pour leur pays, parce que ce qui se joue aujourd'hui dans l'AES, c'est l'avenir de l'Afrique tout simplement qui se joue. Didier Nouredine, dans ce contexte de tension, ça va être ma dernière question. Quelles mesures seraient nécessaires pour aujourd'hui rétablir la confiance entre acteurs politiques, militaires, mais également civils au Mali? C'est la bonne gouvernance, la promotion des valeurs, c'est la recherche coûte que coûte de la cohésion nationale, c'est la création d'un cadre de concertation permanent pour discuter des difficultés, des défis et voir les orientations à donner. Et c'est aussi la justice sociale. Mais comment garantir une efficacité de ce cadre de concertation permanent alors que les actions politiques sont à l'arrêt? Non, pour l'instant, c'est les activités politiques, c'est tout ce qui est activité dévolue aux partis politiques qui est arrêté. Ça ne veut pas dire que les citoyens ne peuvent pas, parce que quand même, les régimes de l'AES travaillent pour leur peuple. Et que donc, il faut trouver le cadre. Et ce cadre existe déjà dans certains, en tout cas pour la plupart des pays. Le Niger vient de mettre en route donc son conseil consultatif pour la refondation. Et il y a des institutions homologues dans tous ces pays. Mais en même temps, il faut créer un couloir de débat et de discussion où si un Malien ou si un Nigérien, si un Burkinabé n'est pas d'accord, il y a un cadre où il peut aller le dire et s'expliquer correctement sans que ça ne soit perçu comme une offense au régime. Merci d'avoir accepté notre invitation, Didier Nouredine Alao, directeur général Africadev. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité du jour.